Bonsoir à toutes et à tous, ravie de vous retrouver de nouveau sur le plateau de Voyage au bout de la nuit pour vos quelques heures de lecture quotidienne. Ce soir, je vous propose de redécouvrir ensemble une œuvre de Henri Beyle, que vous connaissez plus probablement sous le pseudonyme de Stendhal, avec sa fameuse œuvre qu'on vous a déjà lue d'ailleurs sur le plateau, Le Rouge et le Noir. Mais ce soir, on redécouvre une autre de ses œuvres. Il s'agit d'un recueil de nouvelles qu'il a écrite à la fin du 19e siècle, qui s'intitule Chroniques italiennes. Vous verrez avec toutes sortes de récits assez violents, assez sanguinolents, assez passionnés, qui mettront en fait en scène toutes sortes de personnages, notamment la très belle Vittoria, mais au destin tragique, ou encore François Senzi, qui était une sorte de Don Juan, un des plus bels hommes de la cour, mais vous verrez aussi avec un destin plus que tragique, puisqu'il sera assassiné. Et effectivement, toutes sortes d'histoires, de liaisons, d'affaires entre comte et duchesse. Là, on en est justement au récit de la duchesse de Pagliano. Je vous propose de reprendre tout de suite la lecture ensemble. Restez avec nous. Très belle nuit sur D8. Suivant l'usage de ce temps trop oublié du nôtre, et qui ne permettait pas à un souverain d'avoir confiance en des gens qui pouvaient avoir un autre intérêt que le sien, les États de sa sainteté étaient gouvernés despotiquement par ses 3 neveux. Le cardinal était Premier ministre et disposait des volontés de son oncle. Le duc de Pagliano avait été créé général des troupes de la Sainte Église, et le marquis de Montebello, capitaine des gardes du palais, n'y laissait pénétrer que les personnes qui lui convenaient. Bientôt, ces jeunes gens commirent les plus grands excès. Ils commencèrent par s'approprier les biens des familles contraires à leur gouvernement. Les peuples ne savaient à qui avoir recours pour obtenir justice. Non seulement ils devaient craindre pour leurs biens, mais, chose terrible, à dire dans la patrie de la chaste Lucrèce, l'honneur de leurs femmes et de leurs filles n'était pas en sûreté. Le duc de Pagliano et ses frères enlevaient les plus belles femmes. Il suffisait d'avoir le malheur de leur plaire. On les vit avec stupeur n'avoir aucun égard à la noblesse du sang, et bien plus, ils ne furent nullement retenus par la clôture sacrée des saints monastères. Les peuples, réduits au désespoir, ne savaient à qui faire parvenir leurs plaintes. Tant était grande la terreur que les 3 frères avaient inspirée à tout ce qui approchait du pape. Ils étaient insolents, même envers les ambassadeurs. Le duc avait épousé, avant la grandeur de son oncle, Violante de Cardone, d'une famille originaire d'Espagne et qui à Naples appartenait à la première noblesse. Elle comptait dans le Séguio di Nido. Violante, célèbre par sa rare beauté et par les grâces qu'elle savait se donner quand elle cherchait à plaire, l'était encore davantage par son orgueil insensé. Mais il faut être juste, il eût été difficile d'avoir un génie plus élevé, ce qu'elle montra bien au monde en avouant rien. Avant de mourir, au frère Capucin, qui la confessa. Elle savait par cœur et récitait alors une grâce infinie, l'admirable Orlando de Messer, Arioste, la plupart des sonnets du divin Pétrarque, les contes du Couronne, etc. Mais elle était encore plus séduisante quand elle daignait entretenir sa compagnie des idées singulières que lui suggérait son esprit. Elle eut un fils qui fut appelé le duc de Cavie. Son frère, Déférent, comte d'Alif, vint à Rome, attiré par la forte fortune de ses beaux-frères. Le duc de Pagliano tenait une cour splendide. Les jeunes gens des premières familles de Naples briguaient l'honneur d'en faire partie. Parmi ceux qui lui étaient le plus chers, Rome distingua par son admiration Marcel Capecce, jeune cavalier célèbre à Naples par son esprit, non moins que par la beauté divine qu'il avait reçue du ciel. La duchesse avait pour favorite Diane Brancaccio, alors âgée de 30 ans, proche parente de la marquise de Montebello, sa belle-sœur. On disait dans Rome que pour cette favorite, elle n'avait plus d'orgueil.
Elle lui confiait tous ses secrets. Mais ces secrets n'avaient rapport qu'à la politique. La duchesse faisait naître des passions, mais n'en partageait aucune. Par les conseils du cardinal Carafa, le pape fit la guerre au roi d'Espagne. Le roi de France envoya au secours du pape une armée commandée par le duc de Guise. Mais il faut nous tenir aux événements intérieurs de la cour du parc de Pagliano. Capece était depuis longtemps comme fou. On lui voyait commettre les actions les plus étranges. Le fait est que le pauvre jeune homme était devenu passionnément amoureux de la duchesse, devenue sa maîtresse, mais il n'osait se découvrir à elle. Toutefois, il ne désespérait pas absolument de parvenir à son but. Il voyait la duchesse profondément irritée contre un mari qui la négligeait. Le duc de Pagliano était tout-puissant dans Rome. Et la duchesse savait, à n'en pas douter, que presque tous les jours, les dames romaines les plus célèbres par leur beauté venaient voir son mari dans son propre palais, et c'était un affront auquel elle ne pouvait s'accoutumer. Parmi les chapelains du Saint-Pape Paul IV se trouvait un respectable religieux avec lequel il récitait son bréviaire. Ce personnage, au risque de se perdre et peut-être poussé par l'ambassadeur d'Espagne, osa bien un jour découvrir au pape toutes les scélératesses de ses neveux. Le saint pontife fut malade de chagrin. Il voulut douter, mais les certitudes accablantes arrivaient de tous côtés. Ce fut le premier jour de l'an 1559 qu'eut lieu l'événement qui confirma le pape dans tous ses soupçons et peut-être décida sa sainteté. Ce fut donc le propre jour de la circoncision de notre Seigneur, circonstance qui aggrava beaucoup la faute aux yeux d'un souverain aussi pieux qu'André Lanfranchi, secrétaire du duc de Pagliano, donna un souper magnifique au cardinal Carafa. Voulant qu'aux excitations de la gourmandise ne manquassent pas celles de la luxure, il fit venir à ce souper la Martuccia, l'une des plus belles, des plus célèbres, des plus riches, courtisanes de la noble ville de Rome. La fatalité voulut que Capece, le favori du duc, celui-là même qui en secret était amoureux de la duchesse et qui passait pour le plus bel homme de la capitale du monde, se fût attaché depuis quelque temps à la Martuccia. Ce soir-là, il la chercha dans tous les lieux où il pouvait espérer la rencontrer. Ne la trouvant nulle part, ayant appris qu'il y avait un souper dans la maison Lanfranchi, il eut soupçon de ce qui se passait et sur le minuit se présenta chez Lanfranchi, accompagné de beaucoup d'hommes armés. La porte lui fut ouverte. On l'engagea à s'asseoir et à prendre part au festin, mais après quelques paroles assez contraintes, il fit signe à la Martuccia de se lever et de sortir avec lui. Pendant qu'elle hésitait, toute confuse et prévoyant ce qui allait arriver, Capece se leva du lieu où il était assis et s'approchant de la jeune fille, la prit par la main, essayant de l'entraîner avec lui. Le cardinal, en l'honneur duquel elle était venue, s'opposa vivement à son départ. Capece persista, s'efforçant de l'entraîner hors de la salle. Le cardinal Premier ministre, qui ce soir-là avait pris un habit tout différent de celui qui annonçait sa haute dignité, mit l'épée à la main, s'opposa avec la vigueur et le courage que Rome entière lui connaissait au départ de la jeune fille. Marcel, ivre de colère, fit entrer ces gens. Mais ils étaient napolitains pour la plupart, et quand ils reconnurent d'abord le secrétaire du duc, et ensuite le cardinal, que le singulier habit qu'il portait leur avait d'abord caché, ils remirent leur épée dans le fourreau. Ne voulurent point se battre, ils s'interposèrent pour apaiser la querelle. Pendant ce tumulte, Martuccia, qu'on entourait et que Marcel Capece retenait de la main gauche, fut assez adroite pour s'échapper. Dès que Marcel s'aperçut de son absence, il courut après elle et tout ce monde la suivit. Mais l'obscurité de la nuit autorisait les récits les plus étranges. Et dans la matinée du 2 janvier, la capitale fut inondée des récits du combat périlleux qui aurait eu lieu, disait-on, entre le cardinal neveu et Marcel Capece. Le duc de Pagliano, général en chef
de l'armée de l'Église crut la chose bien plus grave qu'elle n'était. Et comme il n'était pas en très bons termes avec son frère le ministre, dans la nuit même il fit arrêter Lanfranchi, et le lendemain, de bonne heure, Marcel lui-même fut mis en prison. Puis on s'aperçut que personne n'avait perdu la vie et que ces emprisonnements ne faisaient qu'augmenter le scandale qui retombait tout entier sur le cardinal. On se hâta de mettre en liberté les prisonniers. L'immense pouvoir des trois frères se réunit pour chercher à étouffer l'affaire. Ils espèrent d'abord y réussir, mais le troisième jour, le récit du tout vint aux oreilles du pape. Il fit appeler ses deux neveux, leur parla comme pouvait le faire un prince aussi pieux et aussi profondément offensé. Le 5e jour de janvier, qui réunissait un grand nombre de cardinaux dans la congrégation du Saint-Office, le Saint-Pape parla le premier de cette horrible affaire. Il demanda aux cardinaux présents comment ils avaient osé ne pas la porter à sa connaissance. « Vous vous taisez, et pourtant le scandale touche à la dignité sublime dont vous êtes revêtus. Le cardinal Carafa a osé paraître sur la voie publique couvert d'un habit séculier et l'épée nue à la main. Mais dans quel but? Pour se saisir d'une infâme courtisane? On peut juger du silence de mort qui régnait parmi tous ces courtisans durant cette sortie contre le Premier ministre. C'était un vieillard de 80 ans qui se fâchait contre un neveu chéri, maître jusque-là de toutes ses volontés. Dans son indignation, le pape parla d'ôter le chapeau à son neveu. La colère du pape fut entretenue par l'ambassadeur du grand-duc de Toscane, qui alla se plaindre à lui d'une insolence récente du cardinal Premier ministre. Ce cardinal, naguère si puissant, se présenta chez sa sainteté pour son travail accoutumé. Le pape le laissa 4 heures entières dans l'antichambre, attendant aux yeux de tous, puis le renvoya sans vouloir l'admettre à l'audience. On peut juger de ce qu'eut à offrir l'orgueil immodéré du ministre. Le cardinal était irrité, mais non soumis. Il pensait qu'un vieillard accablé par l'âge, dominé toute sa vie par l'amour qu'il portait à sa famille, et qui enfin était peu habitué à l'expédition des affaires temporelles, qui serait obligé de... La vertu du pape l'emporta et il convoqua les cardinaux en les ayant longtemps regardés sans parler à la fin, puis il serait obligé de fondre en larmes et n'hésitait pas à en faire une sorte d'amende honorable. La faiblesse de l'âge, leur dit-il, et les soins que je donne aux choses de la religion dans lesquelles, comme vous le savez, je prétends détruire tous les abus, m'ont porté à confier mon autorité temporelle à mes 3 neveux. Ils en ont abusé et je les chasse à jamais. On lut ensuite un bref par lequel les neveux étaient dépouillés de toute leur dignité. Puis, confiné dans de misérables villages, le cardinal Premier ministre fut exilé à Civita Lavinia, le duc de Pagliano à Soriano et le marquis à Montebello par ce bref. Le duc était dépouillé de ses appointements réguliers qui s'élevaient à 72 000 piastres, plus d'1 million, de 1838. Il ne pouvait pas être question de désobéir à ses ordres sévères. Les Carafa avaient pour ennemi et pour surveillant le peuple de Rome tout entier, qui les détestait. Le duc de Pagliano, suivi du comte d'Alif, son beau-frère, et de Léonard del Cardine, alla s'établir au petit village de Soriano, tandis que la duchesse et sa belle-mère vinrent habiter Galès, misérable hameau à 2 petites lieues de Soriano. Ces localités sont charmantes, mais c'était un exil et l'on était chassé de Rome où naguère on régnait avec insolence. Marcel Capès avait suivi sa maîtresse avec les autres courtisans dans le pauvre village où elle était exilée. Au lieu des hommages de Rome entière, cette femme, si puissante, quelques jours auparavant, et qui jouissait de son rang avec tout l'emportement de l'orgueil, ne se voyait plus environnée que de simples
paysan dont l'étonnement même lui rappelait sa chute. Elle n'avait aucune consolation. Son oncle était si âgé que probablement elle serait surprise par la mort avant de se rappeler ses neveux. Et pour comble de misère, les 3 frères se détestaient entre eux. On allait jusqu'à dire que le duc et le marquis, qui ne partageaient point les passions fougueuses du cardinal, effrayés par ses excès, étaient allés jusqu'à les dénoncer au pape, leur oncle. Au milieu de l'horreur de cette profonde disgrâce, il arriva une chose qui, pour le malheur de la duchesse et de Capès lui-même, montra bien que dans Rome, ce n'était pas une passion véritable qui l'avait entraîné sur les pas de la Martuccia. Un jour que la duchesse l'avait fait appeler pour lui donner un ordre, il se trouva seul avec elle, chose qui n'arrivait peut-être pas 2 fois dans toute une année. Quand il vit qu'il n'y avait personne dans la salle où la duchesse le recevait, Capès resta immobile et silencieux. Il alla vers la porte pour voir s'il y avait quelqu'un qui pût les écouter dans la salle voisine. Puis il osa parler ainsi. « Madame, ne vous troublez point et ne prenez pas avec colère les paroles étranges que je vais avoir la témérité de prononcer. Depuis longtemps, je vous aime plus que la vie. Si avec trop d'imprudence, j'ai osé regarder comme amant vos divines beautés, vous ne devez pas en imputer la faute à moi, mais à la force surnaturelle qui me pousse et qui m'agite. Je suis au supplice, je brûle, je ne demande pas du soulagement pour la flamme qui me consume, mais seulement de votre générosité, mais seulement que votre générosité ait pitié d'un serviteur rempli de déférence et d'humilité. » La duchesse parut surprise et surtout irritée. « Marcel, qu'as-tu donc vu en moi, lui dit-elle, qui te donne la hardiesse de me requérir d'amour? Est-ce que ma vie, est-ce que ma conversation se sont tellement éloignées des règles de la décence que tu aies pu t'en autoriser avec une telle insolence? Comment as-tu pu avoir la hardiesse de croire que je pouvais me donner à toi ou à tout autre homme, mon mari et Seigneur excepté, et je te pardonne ce que tu m'as dit parce que je pense que tu es un frénétique. Mais garde-toi de tomber de nouveau dans une pareille faute. Je te jure que je te ferai punir à la fois pour la première et pour la seconde insolence. » La duchesse s'éloigna, transportée de colère. Et réellement, Capès avait manqué aux lois de la prudence. Il fallait faire deviner et non pas dire. Il resta confondu, craignant beaucoup que la duchesse ne racontât la chose à son mari. Mais la suite fut bien différente de ce qu'il appréhendait. Dans la solitude de ce village, la fière duchesse de Pagliano ne put s'empêcher de faire confidence de ce qu'on avait osé lui dire à sa dame d'honneur favorite. Elle s'appelait Diane Brancaccio. Celle-ci était une femme de 30 ans, dévorée par des passions ardentes. Elle avait les cheveux rouges. L'historien revient plusieurs fois sur cette circonstance qui lui semble expliquer toutes les folies de Diane. Elle aimait avec fureur Domitien Fornari, gentilhomme attaché au marquis de Montebello. Elle voulait le prendre pour époux, mais le marquis et sa femme, auxquels elle avait l'honneur d'appartenir par les liens du sang, consentiraient-ils jamais à la voir épouser un homme actuellement à leur service? Cet obstacle était insurmontable, du moins en apparence. Il n'y avait qu'une chance de succès. Il aurait fallu obtenir un effort de crédit de la part du duc de Pagliano, frère aîné du marquis. Et Diane n'était pas sans espoir de ce côté. Le duc la traitait en parente plus qu'en domestique. C'était un homme qui avait de la simplicité dans le cœur et de la bonté, mais il tenait infiniment moins que ses frères aux choses de pure étiquette. Quoique le duc profitât en vrai jeune homme de tous les avantages de sa haute position, et ne fut rien moins que fidèle à sa femme, il l'aimait tendrement, et suivant les apparences, ne pourrait lui refuser une grâce si celle-ci la lui demandait avec une certaine persistance.
L'aveu que Capetch avait osé faire à la duchesse parut un bonheur inespéré à la sombre Diane. Sa maîtresse avait été jusque-là d'une sagesse désespérante. Si elle pouvait ressentir une passion, si elle commettait une faute à chaque instant, elle aurait besoin de Diane, et celle-ci pourrait tout espérer d'une femme dont elle connaîtrait les secrets. Loin d'entretenir la duchesse d'abord de ce qu'elle se devait à elle-même, et ensuite des dangers effroyables auxquels elle s'exposerait au milieu d'une cour aussi clairvoyante, Diane, entraînée par la fougue de sa passion, parla de Marcel Capetché à sa maîtresse, dont elle se parlait à elle-même de Domitien Fornari. Dans les longs entretiens de cette solitude, elle trouvait moyen chaque jour de rappeler au souvenir de la duchesse les grâces et la beauté de ce pauvre Marcel qui semblait si triste. Il appartenait, comme la duchesse, aux premières familles de Naples. Ses manières étaient aussi nobles que son sang. Il ne lui manquait que ces biens qu'un caprice de la fortune pouvait lui donner chaque jour, pour être, sous tous les rapports, l'égal de la femme qu'il osait aimer. Diane s'aperçut avec joie que le premier effet de ses discours était de redoubler la confiance que la duchesse lui accordait. Elle ne manqua pas de donner avis de ce qui se passait à Marcel Capetch. Durant les chaleurs brûlantes de cet été, la duchesse se promenait souvent dans les bois qui entourent Galèze. À la chute du jour, elle venait attendre la brise de mer sur les collines charmantes qui s'élèvent au milieu de ces bois et du sommet desquels on aperçoit la mer à moins de 2 lieues de distance. Sans écarter des lois sévères de l'étiquette, Marcel pouvait se trouver dans ces bois. Il s'y cachait, dit-on, et avait soin de ne se montrer au regard de la duchesse que lorsqu'elle était bien disposée par les discours de Diane Brancaccio. Celle-ci faisait un signal à Marcel. Diane, voyant sa maîtresse sur le point d'écouter la passion fatale qu'elle avait fait naître dans son cœur, céda elle-même à l'amour violent que Dominicien Fornari lui avait inspiré. Désormais, elle se tenait sûre de pouvoir l'épouser. Mais Domitien avait un jeune homme sage, d'un caractère froid et réservé. Les emportements de sa fougueuse maîtresse, loin de l'attacher, lui semblèrent bientôt désagréables. Diane Brancaccio était proche parente des Carafa. Il se tenait sûr d'être poignardé au moindre rapport qui parviendrait sur ses amours au terrible cardinal Carafa, qui, bien que cadet du duc de Pagliano, était dans le fait le véritable chef de la famille. La duchesse avait cédé depuis quelque temps à la passion de Capetché. Lorsqu'un beau jour, on ne trouva plus Dominicien Fornari dans le village où était reléguée la cour du marquis de Montebello, il avait disparu. On sut plus tard qu'il s'était embarqué dans le petit port de Nettuno. Sans doute il avait changé de nom, et jamais depuis on n'eut de ses nouvelles. Qui pourrait peindre le désespoir de Diane? Après avoir écouté avec bonté ses plaintes contre le destin, un jour, la duchesse de Pagliano lui laissa deviner que ce sujet de discours lui semblait épuisé. Diane se voyait méprisée par son amant. Son cœur était en proie aux mouvements les plus cruels. Elle tira la plus étrange conséquence de l'instinct d'ennui que la duchesse avait éprouvé en entendant la répétition de ses plaintes. Diane se persuada que c'était la duchesse qui avait engagé Domitien Fornari à la quitter pour toujours et qui, de plus, lui avait fourni les moyens de voyager. Cette idée folle n'était appuyée que sur quelques remontrances que jadis la duchesse lui avait adressées. Le soupçon fut bientôt suivi de la vengeance. Elle demanda une audience au duc et lui raconta tout ce qui se passait entre sa femme et Marcel. Le duc refusa d'y ajouter foi. « Songez, lui dit-il, que depuis 15 ans, je n'ai pas eu le moindre reproche à faire à la duchesse. Elle a résisté aux séductions de la cour, à l'entraînement de la position brillante que nous avions à Rome.
Les princes les plus aimables et le duc de Guise lui-même, général de l'armée française, y ont perdu leur pas. Et vous voulez qu'elle cède, un simple écuyer. Ce sera donc la fin pour cet épisode, mais on se retrouve prochainement pour la suite des chroniques italiennes de Stendhal. D'ici là, n'oubliez pas de nous retrouver sur les réseaux sociaux en tapant le hashtag VBN. Mais tout de suite, je vous souhaite une très bonne journée pour ceux qui se lèvent ou une très belle nuit pour ceux qui essayent de trouver le sommeil. À très vite sur D8.